Salut, c'est Fred, Indécent Podcast. On est réunis de nouveau pour une nouvelle carte blanche biblio, la numéro 11. Le temps passe trop vite. Et cette fois-ci, comme vous avez pu le voir, nous sommes en compagnie de Fabien Cerruti. Bonsoir Fabien, comment vas-tu ? Bonsoir, eh bien ça va très bien, je suis ravi d'être là avec toi. Ah pareil, ça fait un petit moment qu'on se croisait en festival, qu'on discute par mail, par Facebook Messenger, par plein de trucs en fait. Donc C'est vrai. voilà, c'est vrai que ça fait plaisir. On avait déjà papoté aux Imaginales, c'était alors au moment où on enregistre, les Imaginales c'était il y a quelques jours, 4 jours, C'est ça, 5 jours. c'est ça. J'avoue que la Le redescente, week-end dernier. ouais, les fins de festival, je sais pas pour toi, mais c'est toujours compliqué. Hein. On sort de la bulle et ça fait mal. Oui. C'est toujours un peu douloureux. Voilà, la transition à vitesse lumière avec la réalité Ouais, pose parfois quelques petits soucis. Oui, j'allais dire, et puis quel que soit le festival, hein, c'est pour tous pareil. Écoute, on va commencer tout doucement ce petit entretien. Donc là, vous voyez le joli petit fond d'écran, parce qu'on va parler du dernier roman donc, qui va sortir. Mais on va parler d'abord de qui es-tu, Fabien Cerruti. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, les vilains, hein, bien fait pour eux. Eh bien, je suis écrivain de fantasy historique, originellement professeur d'histoire-géographie, plus exactement d'histoire. Et j'apprécie tout ce qui est imaginaire depuis mon plus jeune âge, disons depuis le collège ou le lycée à peu près, c'est-à-dire hier quasiment. Hein, oui, comme moi. Voilà. Depuis la fin du XXe siècle, on va dire. Et j'ai commencé un peu comme tout le monde avec des traductions pirates de Donjons et Dragons, avec Tolkien, avec des choses comme ça. Choqué. Et oui, je suis un rebelle. Voilà, donc j'ai commencé ma carrière d'écriture un peu plutôt avec des scénarios de jeux de rôle informatique de Neverwinter Night avec mon fameux Bâtard de Kosigan, qui a eu pas mal de succès sur les plateformes du jeu. Et puis le jeu, petit à petit, ça date de 2002, ça. Hein, donc, c'est vrai qu'il y avait les serveurs qui permettaient justement de créer ses propres histoires. Il y avait je crois qu'il y avait plus de 5000 modules, il y avait plus de 5000 et les bâtards ont tous été plusieurs années, soit numéro 1, soit dans le top 10. Dans le Hall of Fame, etc. Donc c'était chouette. J'avais un bon retour, mais ça restait amateur. Ouais. Même si c'est moi qui faisais tout sur le module au lieu d'avoir une équipe, mais sinon c'était vraiment amateur. Et donc oui, je me suis mis à écrire après ça, d'abord un projet BD et puis enfin le projet de roman qui aboutit en 2014 avec la première édition du Bâtard de Kosigan, tome 1 ou volume 1 plus exactement, puisque chaque livre a une histoire indépendante. Mais justement, ce passage, comme tu dis, t'es prof d'histoire en même temps, mais ce passage entre une écriture qui est escalée pour du jeu vidéo, alors tout aussi bon soit-il, parce que Neverwinter à l'époque c'était une sacrée révolution, et vers l'écriture plus classique, et je mets des guillemets bien évidemment, ça s'est fait comment ? Ça s'est fait de façon naturelle pour toi, ou il y a eu quelque chose qui s'est passé ? On cherche toujours ce fameux déclic. Il y a alors un déclic, le déclic qui m'a poussé à écrire un roman ou comment ? Ouais, la différence entre les deux types d'écriture, quelle est la question ? Ouais, les deux. Ah voilà, c'est facile comme ça, c'est moi qui dois décider. Exactement. D'accord. Donc, le déclic, c'est tout simplement le besoin en quelque sorte, c'est-à-dire le besoin. Moi, j'avais envie de continuer le Bâtard de Kosigan. Neverwinter Night commençait à s'essouffler un petit peu. J'ai voulu faire un projet BD j'ai trouvé un dessinateur. On a signé chez Soleil il y avait 2 autres maisons d'édition intéressées. Mais sauf que le dessinateur n'a pas dessiné, donc pendant 2 ans, c'était un projet difficile à construire, et puis qui a finalement capoté. Et donc je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et mieux vaut que je me mette littéralement à l'écriture d'un roman pour mettre en valeur toutes les idées qui foisonnent dans ma petite tête de maître de jeu sur le retour, en quelque sorte. Ouais, puis du coup, ça mêle, parce que pour avoir un peu lu le Bâtard de Kosigan, ça mêle aussi le fait que tu es intéressé par l'histoire, passionné par l'histoire. J'allais dire, sinon on n'avait pas de prof d'histoire, déjà. Mais c'est vrai qu'il y a c'est Renaissance, hein, début Renaissance, fin Moyen-Âge. Hein, le fin Bâtard. Moyen-Âge, pas début Renaissance, fin Moyen-Âge.
XIVe siècle, Ouais. plus exactement. Et oui, bah moi j'adore l'histoire et j'adore l'imaginaire et les mondes féeriques, fantastiques. J'ai adoré quand j'étais jeune Donjons et Dragons, j'ai adoré Tolkien. Ouais. J'ai joué à JRTM et à plein d'autres jeux du même genre. Bah, voilà. Il y a bien des gens qui ont joué à JRTM. Ah, Ambre, oui. Jusqu'à Ambre, qui est le jeu le plus fabuleux de l'univers pour moi, et qu'avec un bon maître de jeu, c'est un plaisir inégalé. Tout est dit. On peut arrêter l'émission. Tout va bien. Voilà, c'est Ambre, bon. meilleur jeu de l'univers. Meilleur jeu de l'univers. Écoute, si tu masterises, je suis pas contre. Écoute, ça fait depuis les débuts des années 2000 que j'en ai plus fait. Et, Guerre du Trône, quel jeu. à jouer en une soirée. Ah, quel jeu, ouais. Et donc, par rapport à la différence d'écriture, déjà, ce qui est certain, c'est qu'il y a très peu de descriptions, évidemment, dans un jeu de rôle informatique, et également dans une BD. Donc ça, c'était le gros point difficile, délicat, lors du passage au roman. Ça, c'est sûr que c'était difficile. Autant en termes de dialogue, j'ai écrit globalement, sur les 6 modules, j'ai écrit l'équivalent de Guerre et Paix, donc en taille. Donc, c'était pas rien, c'était vraiment... Un petit truc. Exactement. Et c'était des modules, des scénarios assez originaux dans la mesure où le choix multiple ne se voyait pas, mais par contre était extrêmement important. C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, il y avait un vrai choix et que ce vrai choix changeait tout dans le scénario. Et même changeait tout pour le scénario d'après, voire celui d'après encore, parce qu'il y avait des tokens qui pouvaient être pris d'un scénario à l'autre. Et donc, c'était vraiment fluide. Enfin, j'ai vraiment fait un chouette travail là-dessus. J'étais vraiment content du résultat. C'était vraiment bien. Et c'était ultra agréable. Et il y a une autre chose aussi, c'est que quand on se retrouve avec un roman, impossible de faire du choix multiple, pour le coup. Non. Voilà. Ou alors, c'est des livres dont vous êtes le héros. C'est autre chose. On impose au lecteur. Alors que dans le jeu de rôle, le lecteur, s'il voulait jouer un bâtard de Kosigan, bon, il pouvait pas le jouer loyal bon. C'est pas possible. Mais à part ça, il pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait. Il pouvait être bon, il pouvait être le pire des salauds. Et il y avait des lignes de dialogue et des lignes de choix pour lui, voilà, quelle que soit sa façon de voir et d'appréhender le monde et l'aventure. Donc ça, j'appréciais, mais ça, c'est... On peut le faire sur un livre, tu sais, genre un livre dont vous êtes le héros ou quelque chose. Ouais, ce que je disais, les livres-jeux, effectivement, Mais comme il faut ajouter les descriptions, c'est tout de suite beaucoup plus long et complexe. Puis même parce que même dans l'arborescence des livres-jeux, il y a des spécialistes maintenant là-dessus, en termes de game design, même là-dessus, t'as pas non plus 150 arborescences possibles ou chemins. C'est un peu comme les jeux vidéo façon The Walking Dead. En fait, moi, si je faisais ça, en gros, j'écrirais 3 livres et je les mélangerais, je les ferais se croiser à certains moments et des choses comme ça. Il n'y a que ça qui serait vraiment intéressant. Sinon, c'est un petit peu anecdotique, on va dire. Ou sinon, faire un vrai jeu de rôle sur le bâtard de Kosigan. Donc, justement, avec tout ce que tu dis de cette façon de raconter les histoires, donc tu disais que tu as dû faire des recherches sur la partie descriptive qui manquait donc dans l'écriture plus jeu vidéo, et y compris dans les caractères des personnages aussi, je devine. Ou ça, tu l'avais déjà? Non, les caractères des personnages, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que si tu fais un vrai... Enfin, bon, moi, j'étais un fou. J'ai vraiment fait des trucs de folie sur ce jeu de rôle informatique. Mais vraiment, c'était fouillé. Les personnages, ils avaient vraiment du caractère. Ils étaient tous différents. Que ce soit les femmes, les hommes, chacun avait sa personnalité, sa façon d'agir, sa façon de réagir. Et c'était des vrais dialogues de romans quasiment. Et souvent, je faisais plusieurs lignes de dialogue pour faire varier un mot ou deux selon la manière selon l'alignement des gens ou selon la façon dont tu parles et tout. J'étais un fou furieux. Je ne ferai plus jamais ça. C'était un travail de dingo. Et donc du coup, ce passage à l'écriture, c'est le fait d'écrire de la fantaisie historique, puisqu'on va arriver au bâtard de Kosigan, c'est quelque chose que tu portais déjà en toi. Bon, je parle effectivement de Neverwinter, mais en passage roman, parce que je vois que c'est quand même des choses qui ont l'air d'être toujours présents dans ce que tu écris, effectivement. Ce côté, se servir de l'histoire pour raconter une histoire. Moi, je trouve que l'histoire apporte une touche, elle apporte de la rugosité, elle apporte du réalisme, mais plus que du réalisme, de la texture, voilà. Et une texture qui facilite beaucoup les descriptions. Par exemple, tu parles du roi de France et du roi d'Angleterre, tout de suite,
t'as pas besoin tellement d'en dire plus. Les gens savent dans quel contexte on est et de quoi globalement on parle. Le roi de Bromoria et le roi de Kulkusur, ça fait exotique, mais on n'a pas immédiatement la connaissance de ce qu'il y a derrière. Ouais. On ne sait pas à quel moment de l'histoire se place ce royaume, on ne sait pas à quoi ça peut correspondre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. La réalité historique amène avec elle une texture et une force qui me plaît énormément. Ouais, une puissance d'évocation qui est peut-être plus rapide aussi quand on se met à la lecture. Une force d'évocation, exactement. Et puis moi, j'adore jouer avec l'histoire. En littérature, j'ai aussi aimé quand on me forçait à lire des livres pour la prépa ou autre. J'ai aussi beaucoup aimé Borges, qui est donc un auteur sud-américain, et qui mélange le réel et la fiction. Et j'ai trouvé ça mais génialissime. C'est un vrai plaisir. On ne sait jamais si les livres qu'il cite ou les événements dont il parle ont un écho réel, ou bien s'il les a complètement inventés, il mélange les deux. Et j'adore ça, je trouve ça génial. Et c'est ce que j'ai pas voulu faire du Borges, ça n'a rien à voir évidemment, mais c'est ce que j'ai voulu faire dans l'idée, c'est-à-dire mélanger le fictif et le vrai, jusqu'à ce que, si tu lis les livres jusqu'au bout, tu en arrives au 4e tome à remettre en cause notre propre véritable histoire, telle qu'on la connaît réellement, tellement c'est mélangé et que les intrications sont crédibles et intéressantes et sympas, quoi. Alors avant de passer vraiment au cœur donc du bâtard de Kosigan, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore José Luis Borges, faut lire L'Aleph. C'est un chef-d'œuvre de la littérature tout court. C'est merveilleux. Je vais manquer de superlatifs pour parler de cet auteur. Oui. Ah ouais, c'est assez extraordinaire. Mais j'allais dire, en plus, ces thèmes de réalité dont tu parles, qui rentrent en collision les uns avec les autres, c'est quand même des thèmes très dickiens qu'on retrouve chez toi et puis chez d'autres aussi, bien évidemment. Bien sûr. De savoir, à force de mélanger les réalités, laquelle est vraiment la nôtre ou pas. Et sachant que c'est l'objet même du bâtard de Kosigan, c'est-à-dire que beaucoup de gens me disent « Ah, c'est super le bâtard, j'ai lu le tome 1 ou j'ai lu le tome 1 et le tome 2 ». En fait, ils connaissent pas le bâtard de Kosigan parce que la vraie vérité du bâtard, enfin la vraie vérité, la profondeur du bâtard de Kosigan prend tout son goût et tout son intérêt avec le tome 3 et 4 qui finalement produisent cette mixion entre histoire et réalité et fiction. Et tout est là en vérité, et à la fin, c'est possible. C'est possible. C'est vrai qu'on ne va pas dévoiler toute l'histoire. Qui m'a plu énormément dans l'écriture de cette série. Ouais, on va pas dévoiler toute l'histoire pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, mais on est donc au XIVe siècle, on a un chevalier assassin, donc qui s'appelle le bâtard de Kosigan, et qui est à la tête d'une troupe de mercenaires, et qui se retrouve donc dans les foires de Champagne, mêlés à des tas d'intrigues de cours de politique entre plusieurs duchés, royaumes et autres. Enfin, c'est un joyeux... c'est ça, panier de crabe. Voilà, panier de crabe, c'est ça. J'avais un mot qui commençait par B, donc je l'ai évité, merci. Ouais. Un panier de crabe, tu voulais dire ? Voilà, c'est tout à fait. Avec un franc-parler marseillais, si tu veux. Mais voilà, il se retrouve au milieu de tout ça, à devoir choisir un camp, ou plusieurs, enfin, c'est assez compliqué. À moins qu'il choisisse le sien. Ouais, plutôt d'ailleurs. Possible. Et c'est vrai qu'après, on a en parallèle cette histoire qui arrive aussi régulièrement de son descendant, enfin en tout cas, qu'on pense être son descendant, fin 19e, si je dis pas de bêtises. C'est ça, au tournant de la toute fin du 19e, belle époque. Ça commence en 1899, je crois, ou 98, je sais plus bien d'ailleurs. Et qui raconte tout ça à un de ses amis, et qui essaie de trouver un coffre qu'on entreaperçoit ou qu'on commence à deviner dès le premier tome déjà. Un coffre qui renfermerait tous les secrets de son ancêtre. On comprend bien que c'est son ancêtre. Et sauf que la touche de réalisme commence à s'effacer au fur et à mesure quand on commence à voir qu'il y a les cours de faillerie et autres en cours de Champagne, par exemple. C'est là qu'on voit l'immixtion du surnaturel. C'est vrai que ça, justement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur dans ce que je voulais te demander. C'est cette immixtion du fantastique, plus de la fantaisie, qui apparaît dans ce roman. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'avais perçu. Mais qui apparaît par petites touches, ou de façon naturelle. On n'a pas l'impression que ça vient plaquer directement, quoi. C'est quelque chose que tu avais construit, ça, directement ? Oui, c'est toute la logique historique de la chose, dans la mesure où on sent bien assez rapidement que l'Église et les forces anciennes
ce soit les créatures surnaturelles ou que ce soit la thaumaturgie, la sorcellerie pratiquée par certains humains parfois, eh bien, ces forces sont en conflit, en bras de fer depuis visiblement plusieurs siècles, et que si vous lisez le tome 3 et le tome 4, vous aurez une vision plus nette de cette évolution et de l'évolution postérieure aussi, ce qui se passe après le bâtard de Costigan, et pourquoi tous ces éléments qui sont censés avoir existé passent progressivement du côté des légendes, des mythes et disparaissent en fait de l'histoire officielle. Tout cela évidemment expliqué, mais il faut aller le voir de plus près, évidemment. Faut lire. Non, puis c'est voilà, puis il y a une verve aussi, hein. Il y a un vrai parler, si tu veux, dans les personnages. Enfin, de toute façon, on sent bien que c'est des mercenaires, donc ça s'envoie quelques bonnes piques. T'as pas voulu l'écrire en ancien français, par exemple? Alors, écoute. Si tu le lis jusqu'au bout, peut-être que tu l'as lu déjà, je ne sais plus. Si tu le lis jusqu'au bout, tu te rends compte que c'est fait exprès. C'est-à-dire que ce qu'on a entre les mains, c'est une traduction du vieux français et donc une traduction qui a pu être modifiée par endroits. Mais on le découvre petit à petit, ça. Et oui, c'est ce que découvre son héritier quelques siècles plus tard, quoi. Quand tu commences à farfouiller là où il faut pas trop farfouiller. Donc il y a ce côté-là d'analyser l'histoire, mais même côté 19e, tu as aussi cette partie historique que tu as voulu mettre en avant aussi. Oui, on est dans un 19e réaliste qui correspond à notre 19e siècle, avec les événements qui s'y sont déroulés en toile de fond. Et puis, le parler de l'époque. Là, pour le coup, on n'a pas une traduction. Donc, on a les lettres originales. Donc, on a finalement, si on regarde bien, on a un roman médiéval qui semble écrit avec un style relativement récent, hein, même s'il y a quelques mots qui sont repris de l'époque médiévale. Et on a des lettres, donc des passages épistolaires qui sont beaucoup moins nombreux, mais qui correspondent à l'écriture du 19e siècle approximativement. Et c'est dans ces écrits-là qu'on voit se déployer toute l'histoire, en fait, hein, au fur et à mesure de ses recherches, quoi. Exactement. Et après, en parallèle, on revient à ce qui se passe réellement, hein, auprès de ce fameux bâtard, qu'il arrive bien des misères, hein, et dire ça comme ça. Donc c'est 4 tomes plus un recueil de nouvelles, hein, si je dis pas de... C'est ça, oui. Alors de novella exactement, parce que je suis pas extrêmement fan de nouvelles, j'aime bien, hein, mais je suis toujours frustré dans une nouvelle parce que souvent la fin, c'est un petit twist, alors que moi j'ai écrit 6 petits romans qui ont tous leurs personnages au pluriel, leur retournement de situation et des fins de romans, pas des fins de nouvelles. Avec des épilogues. Voilà. Il y a même les annexes avec les monnaies, les prix et tout, j'adore. et je tiens à en parler un tout petit peu. Ah oui, ouais, c'est ça. Carrément les distances, ça c'est excellent. Avec le système métrique, heureusement qu'il y a eu la révolution quand même. Oui, c'est plus pratique. Un peu. Mais sur les textes courts, moi je milite beaucoup pour qu'on mette en avant les textes courts. Pour l'instant, personne ne le fait, vraiment. Alors, ça existe beaucoup, les textes courts, bien sûr, mais il n'y a pas d'éditeur qui va dire « Oui, c'est la nouvelle... c'est le nouveau format qu'il faudrait adopter de plus en plus, etc. » Moi, je le dis, vraiment, les textes courts, c'est le nouveau format qu'il faudrait adopter de plus en plus parce que nous sommes en concurrence avec YouTube, avec les vidéos courtes, avec les séries télé, et que... moi, donc, j'ai fait des romans qui font entre 50 et 70 pages. Bon, voilà, il y a 2-3 heures de lecture. C'est-à-dire, en une soirée, c'est plié. Ouais, c'est vrai que du coup, on a vu... Moi, Nemos, mon éditeur, a voulu, et c'est sans doute très bien, faire un recueil de nouvelles. Mais moi, je serais pour sortir ces éléments-là individuellement, en les faisant payer moins cher, bien sûr, mais un petit livre de 50 pages avec une bonne histoire, avec un bon héros, avec une bonne fin. Écoute, en 2 heures, 2-3 heures, on se fait un bon film ou bien un bon bouquin. Là, oui, il y a concurrence. Mais si on arrive avec un livre qui se lit en 12 heures, en 15 heures, face à une série télé ou un film, on perd. Et voilà, donc moi je pense que je ne sais pas comment faire, hein, mais je milite pour faire la promotion des formats courts. Il y a une sorte de réticence un peu du public. Une idée qui irait dans le sens de format court égale moins bien. Ouais, non, pas du tout. Surtout je ne crois pas que ce soit ça. Puis l'imaginaire est infusé de nouvelles. Enfin, c'est faire peu de cas de tout l'historique de ce qu'est l'imaginaire. Hein. Ça a commencé dans des petites nouvelles, quoi.
beaucoup de lecteurs Mm. délaissent un peu les nouvelles par rapport au roman. C'est moins consommé, ouais, mais même dans la littérature dite classique, hein, les nouvelles, en France en tout cas, c'est plus compliqué. Et bien en France. Oui. Ailleurs, c'est autre chose. Mais c'est vrai que, comme tu dis, hein, l'époque veut qu'il y ait une consommation un peu effrénée de tout ce qui est culturel, d'avoir des rythmes un peu plus rapides. Et c'est pour ça que j'ai vu certains éditeurs en imaginaire hein, qui font de la novella, hein, et ça a l'air de plutôt bien marcher hein, quand tu les écoutes. Hein. Donc, Oui, oui, je oui. pense, par exemple, Une Heure Lumière ou une collection aussi chez Voilà. La Talente. C'est Ouais. pareil, c'est des trucs qui font aller 120 pages au grand maximum, quoi. Hein. Mm. Et c'est vrai que c'est top, hein, parce que tu peux faire des petites séries. Je pense Ouais, par tu exemple vois, à je Terre milite Nord, pour ça parce c'est que top je ça. pense que c'est vraiment bien. Bon, après, Ouais, puis, évidemment, j'adore faire des romans aussi, mm, mais ces textes plus courts me semblent très très bien adaptés à notre époque, y compris pour les auteurs, ouais. parce que écrire un roman, j'ai des camarades qui font régulièrement des romans d'1 million de signes, c'est pas mon cas. Le plus que j'ai fait, c'est 800 000 et je trouve que déjà c'était pas mal. Mm. Mais ça prend un temps fou et en termes de rétribution derrière par rapport au temps investi, Ah ouais, c'est pas. ça donne une rentabilité à peu près 3 fois inférieure à un ouvrier chinois. Donc, Oui. voilà, donc des textes courts, c'est sans doute plus adapté peut-être à notre époque. Ouais, puis alors en plus, si vous aimez vraiment la forme courte, enfin un des grands maîtres de la forme très courte, c'est Frédéric Brown. Je sais pas si tu connais. Non. Un écrivain de science-fiction américain, enfin polar, hein, polar, un peu SF et autres, donc Martien Gohom, Lune de miel en enfer, ce genre de truc. Et il avait fait un recueil de nouvelles très courtes, c'est Fantômes et Farfafouilles. C'était de Noël, Présence du futur, tu vois, ça remonte. Hein. Ah oui. C'était des nouvelles qui faisaient entre 1 page et 3 pages. Ah oui, ultra Incroyable, court. quoi. Ah ouais, mais alors, puis à chaque fois, à se pisser dessus, quoi. En plus, il y a beaucoup d'humour. Ouais. Donc ouais, non, c'est vrai que la nouvelle, bah là, en plus, il y a pas mal d'anthologies hein, qui reviennent chez différents éditeurs aussi. Donc ouais, il y aurait de quoi faire. Donc pour en revenir donc au Bâtard, donc tu disais donc que c'est 4 tomes qui permettent d'avoir 4 évolutions dans 2 temporalités, voire plusieurs, hein, au fur et à mesure de l'histoire, à tout Oui, où elle est. Et ce fameux recueil donc de novellas. Donc c'est est-ce que ça. tu peux nous parler un petit peu de ces novellas, où est-ce qu'elles s'insèrent dans l'histoire à peu près, etc. Les secrets du premier coffre, alors Ouais. elle s'insère un peu partout. Elle s'insère d'abord bien avant, puisqu'il y a une nouvelle qui est écrite 7000 ans avant, dans ce qui ressemble un peu à l'Atlantide, avec un niveau de technologie un peu supérieur. Et c'est un petit peu un élément important pour comprendre la cohésion finalement de l'ensemble de la série, Ouais. puisqu'on y voit des maîtres en génétique, des maîtres du génome, qui sont en train de fabriquer les premiers elfes, les premiers dragons, les premières créatures fantastiques en utilisant la génétique. Et c'est là, encore une fois, que la réalité rejoint l'imaginaire et construit une espèce de proposition d'histoire parallèle, pas parallèle, mais Ouais. d'histoire secrète. Oui. C'est ça, histoire secrète. Cohérente quoi, et logique et qui se tient. Oui, il y a plusieurs livres qui sont écrits avant, enfin il y a plusieurs romans de cette anthologie qui sont écrits avant Le Bâtard de Kosigan. Il y a 2 histoires qui correspondent aux frasques de mon anti-héros en quelque sorte, hein, parce que Oui. Le Bâtard de Kosigan, c'est pas tout à fait un héros au sens classique du terme. Voilà, c'est pas le héros de fantasy comme on peut le connaître avec la prophétie, etc. Ouais, on sort de Exactement. autre Non, chose. lui, c'est le manipulateur. Lui, en tout cas, il essaye. Oui, Il, oui, il essaye. Hein. il prend quelques bâtons dans les roues et dans les jambes et partout et sur le dos. Mais en tout cas, il essaye et dans certains tomes, il a quelques succès en termes de manipulateur quand même, et ça c'est intéressant. Et donc il y a une de ces aventures qui se passe à ses tout débuts. On est en Italie, il se retrouve perdu derrière les lits ennemis avec 2 ou 3 de ses hommes, et ils sont obligés de faire semblant d'être capables de jouter. Or, il est très jeune, il n'a pas appris à jouter, pas trop, pas vraiment. Et il va falloir quand même faire semblant, et c'est un hommage aussi au film Chevalier que j'adore, puisqu'il y a au moins 2 ou 3 scènes qui sont reprises du film Chevalier, mais qui sont insérées dans une histoire complètement différente. Une histoire, non pas une histoire d'amour et de chevalerie ici, mais une histoire politique et magique, beaucoup plus retorse que celle du film éponyme. Ouais, Voilà. ce que j'allais dire, c'est que dans Le Bâtard, tu as énormément d'intrigues politiques. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Hein, des complots, des manipulations. Enfin, dès le premier, de toute façon, tu as les manipulations avec la comtesse, enfin, je veux dire, la duchesse, pardon. Donc, voilà, Comtesse de Champagne. Ouais. Comtesse de Champagne. Donc, déjà, rien que dans le premier, assez rapidement,
Ouais, tu comprends que c'est pas un si gentil garçon, notre ami de Cozigan. Il a bon fond, il Oui, respecte oui, la loyauté, mais il la pratique assez peu. Mais il voilà. respecte effectivement la loyauté Il de a sa... son propre code de conduite, on va dire ça comme ça. C'est ça, c'est ça. Mais il n'est pas écrit. Oui, Voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'au moins tu peux le faire évoluer au fur et à voilà, mesure que tu c'est fais des ça. Il est crasses. évolutif, un code de conduite évolutif. Voilà, puis en même temps qu'il se prend aussi des bonnes beignes en tournoi ou ailleurs. Mais donc Il faut effectivement, savoir c'est... prendre pour recevoir Ouais, ouais. et pour donner. Mais c'est vrai que on en avait déjà un petit peu discuté tous les deux, hein, ces allers-retours entre ce qui est le présent, c'est-à-dire la fin du 19e, et ce passé qui alterne dans les différentes positions. C'est quelque chose qu'on voit pas si souvent, en fait, au final, hein, j'allais dire, en Alors, littérature. il y a un parallèle, c'est Mm. l'histoire de Cendre Oui, de Marie Gentle. Je viens ah de oui. récupérer les livres, donc Mhm. voilà, bravo. Euh, Désolé, mais pas désolé. Et c'est intéressant parce que là aussi, c'est la Bourgogne, là Et oui. aussi, il y a un historien. C'est hyper intéressant parce que, mais c'est Mm. traité. Moi, j'ai lu que le début pour l'instant, hein, C'est très mais c'est différent. traité de Mm. manière très très différente et Ah c'est oui, assez étonnant d'avoir autant à la fois de similitudes eh oui. et de différences complètes quoi. Finalement, c'est pas du tout le même type de livre. Ouais, c'est ce que je disais, hein, il y avait ces deux façons de raconter une histoire qui se recoupent selon les époques, mais en Mm. même temps avec un traitement totalement différent. Là, on a des Ouais. golems qui viennent de Carthage, les Visigoths qui arrivent en Bourgogne, t'es là, tu fais Mm, mm. et un mec du XXe siècle qui trouve que voilà, mais ça a vraiment existé, croyez-moi, si, je vous le dis. Et toi, pareil, qui fait ça avec fin 19e et puis le bâtard. Et ouais, c'est vrai que j'y avais vu beaucoup de parallèles parce que ça permet aussi de raconter une histoire qui mêle plusieurs intrigues sur plusieurs époques et qui permettent d'interroger. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que tu avais dès le début en tête, cette façon d'interroger la réalité, justement, vu que tu es prof Oui, d'histoire. oui, d'interroger la réalité, d'interroger l'histoire, Mm. Le fameux d'interroger SI. d'interroger c'est la manière dont nous, aujourd'hui, on peut déterminer ce qui était vrai et ce qui était faux il y a plusieurs siècles, plusieurs milliers d'années Mhm. ou autre. Alors, on a pas mal de sources, hein, mais par exemple, je me souviens que en université, mes professeurs d'histoire ancienne me disaient que eh bien, de tous les ouvrages qui avaient été écrits à cette époque, il devait nous rester peut-être 5 à 10% de ce qui avait été écrit et tout le reste avait disparu, ça avait été détruit, etc. Et c'est mieux pour le Moyen Âge, mais pas non plus de manière folle. Sans doute à peu près la moitié, voire les 2 tiers des livres qui ont disparu de ce qui a été écrit au Moyen Âge. Beaucoup ont été retouchés, on a des copies de copies de Oui, copies. ah oui, surtout. Voilà, un livre original, comme il a été recopié à la main, il a pu être transformé, modifié, etc., etc. Donc il y a toute cette réflexion de savoir finalement qu'est-ce qu'on sait de ce qui était réel, qu'est-ce qu'on a choisi de retenir aussi, parce qu'il Oui, y a beaucoup de choses qui sont dans les archives et dont on ne parle jamais, et notamment autour de la magie et autour des créatures surnaturelles dans les archives, dans les vraies archives historiques, on a beaucoup de choses assez étonnantes, vraiment ouais. très très étonnantes, et dont on parle peu hein, de manière générale. Voilà, tout ça, ça fait partie de cette réflexion sur le vrai, le faux, l'histoire, le passé, la déformation et le choix entre des choix même aussi de société ou des choix d'humanité, parce qu'on se rend compte même dans les guerres récentes, surtout au XXe siècle. Hein, finalement, la lutte entre fascisme, communisme et libéralisme, c'est la lutte entre 3 visions de l'humanité et de l'être humain très différentes. Et on a déjà eu ça dans l'histoire. On a déjà eu ça autour des religions, on a déjà eu ça autour de justement la thaumaturgie, la magie. Voilà, on a eu ces moments de choix et de combat et de conflits énormes pour faire triompher une vision ou une autre vision de ce que doit être ou de ce que devrait être l'être humain ou l'humanité. Ouais, puis comme tu dis aussi, après, c'est derrière des interprétations de l'histoire selon l'époque à laquelle on est et les forces en présence, hein, j'allais dire. Hein. Et puis même nous, hein, à la Révolution, on a ressorti aussi, pareil, pas mal de symboliques de l'Antiquité On pour a commencé par le bonnet phrygien, hein, tout simplement déjà. Oui, oui, oui. Qui était le bonnet des esclaves affranchis dans l'Antiquité, donc le symbole de la liberté à l'époque romaine. Toute la partie peinture, sculpture et autres qui ont repris des canons. Mais
Voilà, c'est comme on dit, hein, des façons de se réapproprier l'histoire. Typiquement, bah, là, on est justement dans le thème, la façon dont on analyse le Moyen-Âge. Puisque encore assez récemment, je me souviens que c'était comme ça que je l'étudiais aussi quand j'étais gosse, le Moyen-Âge, c'était vraiment les bouseux. On sortait d'une période magnifique qui était l'Empire romain, avec des horribles barbares qui ont tout cassé. Et puis pendant 500 ans, c'était le néant, quoi. Et on se rend compte maintenant, avec plus d'études, que non, pas aussi Non, manichéen que ça. Et c'est vrai que pendant effectivement. très longtemps, on avait cette vision-là. Donc c'est des visions aussi Après, à un moment donné. on peut pas non plus nier qu'il y a eu une sorte de ralentissement Oui. et même un recul sur certains progrès ou sur certaines Ah oui. choses qui avaient été mises en place à l'époque romaine. Mais effectivement, ce qu'on appelle les barbares, c'était pas du tout des barbares. Non, Voilà. clairement D'ailleurs, pas. beaucoup étaient romanisés, beaucoup Depuis 2 étaient bien siècles, ouais. éduqués. Non, les barbares n'étaient pas des barbares. Mais en termes d'effondrement de civilisation, il y a quand même eu une sorte de recul quant Oui. aux connaissances et aux capacités technologiques, techniques et autres qui avaient été développées du temps de l'Empire romain. Mais il y a quand même eu aussi des découvertes au Moyen-Âge, des progrès technologiques, des innovations, mais peut-être sur un temps un peu plus long. C'est-à-dire qu'entre tous les mouvements de population, changement climatique, peste et autres joyeusetés. Bon, bref. D'ailleurs, la peste, puisqu'on en parle, Mm. il y a eu quelque chose d'extrêmement étrange sur la peste. On parlait tout à l'heure des étrangetés dans les archives, etc. C'est l'une des étrangetés que j'avais repérées. La peste, il y en a beaucoup jusqu'au VIe siècle. Et puis plus rien jusqu'à la grande peste noire du XIVe. Et pourquoi? Eh bien, sans doute parce qu'on a arrêté les nécromanciens. Voilà la vérité. La fameuse histoire secrète. Nous Mais sachons. oui, j'adore, j'aime ça. Alors, je ne suis pas sûr, je pense pas que. Ah, si, j'y fais peut-être référence à un moment, mais j'utilise pas tellement cet élément-là dans mes romans. Mais voilà, des choses comme ça, c'est des replis de l'histoire dans lesquels on peut se glisser pour inventer des explications ou pour inventer des pistes ou des choses comme ça. Et ça, j'avoue que j'aime bien. Ouais, mais c'est vrai que la grosse peste, ce qu'ils disent, la pire année de l'histoire de l'humanité, c'est 536, où ils ont pris une peste qui a dépeuplé l'Empire byzantin. Bon, bref. 1348, je crois, un truc La comme ça. peste noire, oui, la grande peste, oui. Oui. Mais celle qui avait déjà ravagé les empires, c'était encore avant. Enfin, Ah oui. comme tu dis, on pourrait se faire une émission complète sur l'histoire, ce serait magnifique. Enfin, j'adore ça. Voilà, pour le bâtard, vous avez donc, comme je vous disais, hein, pour résumer vite fait l'œuvre, hein, donc cette histoire de deux temporalités qui en fait en rejoignent d'autres, qui va vraiment un petit peu vous retourner le cerveau sur cette fameuse histoire secrète. Donc lisez-les. Hein. Sur combien de temps tu as écrit à peu près le bâtard? Ça a pris 4, 5, 6 ans. Alors, comme je te l'ai dit, j'ai commencé finalement en 2002 avec les scénarios de jeux vidéo. Mais si on prend le moment où j'ai décidé d'écrire le roman, le premier, j'ai dû l'écrire en 1 an et demi à peu près. Le deuxième en 1 an, parce que je voulais sortir un deuxième le plus vite possible. D'ailleurs, je me suis un peu brûlé la cervelle en faisant ça. En plus de mon boulot à côté, c'était un peu fou. Et puis, le 3 et 4, on en revient au livre immense. Normalement, il n'aurait dû faire qu'un seul tome, mais je serais mort sinon. Il fallait absolument que je sorte quelque chose. Ça aurait duré 4 ans ou 5 ans d'écriture. C'était pas imaginable pour moi. Donc, parce qu'avec un travail à côté, hein, c'est pas évident d'écrire des choses aussi complexes, parce que le bâtard de Kosygin et Terra Humanis dans son genre également. Ce sont des livres particulièrement complexes puisqu'ils doivent être crédibles et ils doivent l'un et l'autre pouvoir coller à notre véritable réalité. Et ça, c'est un travail de malade mental. Il faut que j'arrête de faire des choses comme ça. C'est pas bon. Non, c'est bien. Hein. Enfin, pour les lecteurs. Hein. Voilà. Mais le but étant de rendre tout ça fluide, agréable, facile à lire. Et voilà, c'est là le Moi, il y a une rythmique. Hein. Il y a une vraie rythmique, en tout cas, dans ce qu'on lit. Moi, j'avais une question pour toi avant qu'on arrive à Terra Humanis. C'est les thématiques que tu aimes aborder, justement, dans tes écrits. Qu'est-ce qui, toi, t'intéresse le plus à transmettre? Bon, sur Terra Humanis, j'ai une petite idée. Mais sur le bâtard, il y avait un message que tu avais envie de... celle qu'on a déjà évoquée, c'est-à-dire le questionnement de l'histoire, de la fabrication de l'histoire, de la manipulation de l'histoire, de la vérité historique, c'est un point clé. Après, à travers l'histoire du bâtard, les elfes, éventuellement,
Moi, je n'avais pas ça en tête au début, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde, finalement, les elfes sont persécutés dans cette Europe médiévale que tu écris. Est-ce que ça ne ferait pas penser aux populations juives de l'époque qui sont maltraitées, etc. Alors, c'est Saint John Perse aussi, un autre auteur que j'ai étudié et beaucoup aimé, un poète, hein, donc là complètement différent, qui disait que en réalité, quand on écrit quelque chose, nous on y met de nous-mêmes, mais ça n'empêche pas que cet écrit vit ensuite tout seul, c'est-à-dire que il va s'enrichir des interactions avec le lecteur qui va partiellement lire ce que nous on a voulu y mettre, mais qui va surtout lire ce que lui il y amène en tant que lecteur. Et ça, je le vois à tous les niveaux. Alors, par exemple, avec cette thématique-là des populations persécutées, qui finalement peuvent s'adapter à toutes les populations persécutées du monde. Oui, je veux dire, c'est assez universel, malheureusement. Voilà. Et à quel moment est-ce qu'on persécute? C'est quand on ne comprend pas. On persécute quand on ne comprend pas et qu'on considère que l'autre est dans l'erreur parce que nous, on est forcément dans le vrai. Et là, on touche à ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain. On n'a pas de lien empathique, on n'a pas de lien mental entre nous comme certains insectes ou animaux. Donc nous, on est tout seul. Et donc, on voit tout l'univers entier à travers le prisme de nous-mêmes, finalement, et par extension un peu de la société qui nous a formatés. Et tout ce qui est très différent, forcément, c'est des barbares. On est hostile, et donc on va être plutôt hostile, nous aussi, à cela. C'est le propre de la civilisation d'essayer de lutter contre ça, mais c'est pas évident parce que c'est quelque chose qui est profondément enraciné dans l'être humain. Ouais, l'entropie des civilisations, entre autres aussi. Ouais. Et puis après, la place de la femme est questionnée aussi. Le bâtard, c'est un peu un macho médiéval, mais pas que. Oui. Il a aussi une vision plutôt ouverte de la femme pour son époque. J'ai essayé de mettre en scène des femmes de pouvoir quand même, avec la comtesse de Champagne, de mettre en scène des chevaleresses, pour montrer que ça existait aussi. Mais en même temps, on m'a aussi, tu vois, c'est là qu'on rencontre la vision du lecteur par rapport à la vision de l'auteur. Moi, j'ai voulu faire un roman. Alors vraiment, du coup, c'est un roman qui a une couleur médiévale, un goût médiéval. Donc, je me place dans cette société médiévale. Et je place la femme dans cette société médiévale. Mais des lecteurs avec leur vision actuelle m'ont dit, mais c'est un livre qui n'est pas du tout féministe, qui est au contraire pose problème en tant que vision de la femme, etc. Mais en réalité, moi, j'ai voulu faire l'inverse, c'est-à-dire en me plaçant du point de vue médiéval, aller montrer ce qui pouvait mettre en valeur les femmes, des femmes de pouvoir, des femmes de tête, des femmes manipulatrices parfois, capables de beaucoup de choses, mais en gardant la vision de l'époque, évidemment. Et cette vision, elle est parfois mal ressentie par certains lecteurs ou certaines lectrices. Oui. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai voulu y mettre, et c'est pas du tout, évidemment, ma vision personnelle non plus. Oui, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de détacher ce qu'on peut penser de ce qu'on met dans une œuvre après aussi derrière. Et par exemple, quand on choisit de faire un héros qui n'est pas forcément toujours sympathique, qui est à la fois haïssable et parfois un peu attachant, ça dépend de qui le lit, encore une fois. Il y a un peu de deux, forcément, on ne va pas lui donner des caractéristiques de véritable héros ou de paladin, c'est sûr. Eh bien, donc maintenant, on va attaquer avec le nouveau roman qui sort chez Mnemos le 7 juin, donc qui est Terra Humanis, comme on disait. Voilà. Et oui, bien bel objet, comme vous pouvez le voir ici aussi. Bon, vous le verrez passer aussi en insert, vous inquiétez pas. Bon, ma webcam n'est pas d'excellente qualité, comme vous l'aurez déjà constaté depuis pas mal de temps, mais on peut voir grâce à la lumière que ça brille. Oui, il y a du vernis sélectif, voilà. Je confirme. C'est beau. Laissez-vous hypnotiser, regardez. Achetez-le, lisez-le. Écoutez la voix de la raison, ou pas. Alors, lisez-le surtout, achetez-le, c'est pas très grave, mais lisez-le, parlez-en. Ouais. Non, on pourra sans doute le trouver en bibliothèque ou en audiolivre ou bien sûr. Autre. Et donc là, on a toujours ces thématiques temporelles, effectivement, une autre façon d'aborder l'histoire, mais du côté de la science-fiction. Vers le futur. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu avais déjà envie depuis un moment ou c'est quelque chose qui est venu avec l'air du temps? Avec l'air du temps. En fait, c'est ponctuel, c'est de l'anticipation. Alors, c'est un double roman. Oui. On va résumer un petit peu, du coup. Ouais. Voilà, l'intrigue s'étend sur une centaine d'années.
À peu près, ouais. Donc c'est assez long. Et il y a une partie anticipation proche, donc on est vraiment en plein dedans, c'est-à-dire c'est les années 2020, voilà, 2020, 2030, ouais. début 2030. C'est toute une première partie autour de ça. Ensuite, il y a une deuxième partie d'anticipation un peu plus lointaine, où on voit émerger des innovations qui existent déjà aujourd'hui, mais qui n'en sont qu'à leur balbutiement et qui commencent à être un peu plus solides. Oui, Et la puis, fusion, il y a toute une... Oui, c'est ça. par Et puis, exemple. il y a une partie science-fiction, vraiment, pour la fin, Oui, qui remet en perspective tout ce qu'on avait vu précédemment et qui pose la question à l'humanité de qu'est-ce qu'elle veut devenir finalement, qu'est-ce qu'elle veut devenir pour la suite et qu'est-ce qu'elle veut faire de la Terre et qu'est-ce qu'elle veut faire d'elle-même pour d'elle-même déjà. Ouais, pour se pour la définir. suite de l'histoire, s'il y en a une. Donc je vous fais un petit résumé rapide hein, pour là, parce que bon, j'ai pu y accéder et la lire entièrement. Bon, spoiler alert, j'ai adoré, mais bon, limite, voilà, hein, ça c'est dit. Mais en fait, voilà, on est dans, comme tu disais, de l'anticipation proche avec bon, une héroïne, hein, déjà, Rebecca, Oui, oui, Rebecca oui. Alfred. J'aime beaucoup d'ailleurs le passage en rapport avec le fameux juge Alfred. Oui. C'était très amusant pour le coup. Voilà, ça, vous le lirez, hein, vous découvrirez. Mais c'est surtout, voilà, on a en fait toute une classe d'âge, ça me fait penser un peu d'ailleurs à l'Auberge espagnole, quelque part, le film. Oui, 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 Où oui. toute une classe d'âge de plusieurs pays qui se retrouvent à étudier. Alors, on a un historique de comment cette fondation, cette école s'est créée. Ils se retrouvent là, alors c'est que des petits génies quelque part hein, dans leur domaine, et ils veulent changer le monde qui est au bord de la rupture, comme ce qu'on vit aujourd'hui, hein, Oui, réchauffement oui, c'est climatique, la situation actuelle. La voilà. situation actuelle. Et sauf que bah, tous les curseurs vont se positionner. Donc là où on partirait quelque part sur de l'apocalyptique, dystopique, d'ailleurs on y est presque hein, quelque part. Là on part dans quelque chose d'un petit peu plus rayonnant, un petit peu plus optimiste. Alors je dis un petit peu plus parce que on est quand même dans un récit d'humanité, donc il y a quand même toujours du tragique. Hein, on va dire que c'est un peu intrinsèque malheureusement. Oui. Mais il y a cette vision plus optimiste qui fait que bah, petit à petit, via divers moyens, mais vraiment pour le coup des réseaux, etc., pour commencer à se mettre les gens dans la poche et tout, c'est très bien pensé. Et c'est pareil, c'est un récit en décalé, avec plusieurs époques qui vont se mélanger au fur et à mesure, qui fait qu'on suit une histoire qui paraît décousue au début, mais et qui n'est pas du tout. Hein, les fils se mêlent assez rapidement. C'est ça. Il faut pas avoir peur Non, pas du tout. des Pas du changements tout. temporels. Tout est Mm. fait pour que ce soit fluide et que les gens comprennent sans avoir à se dire alors attends, on est en telle année, qu'est-ce qui s'était. Non, 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 pas lisez du et tout. ça Puis va c'est bien des se petits passer. chapitres. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des petits chapitres, c'est pareil, tu peux t'arrêter assez facilement dans la lecture, reprendre tranquillement. Donc ça s'enchaîne, c'est vrai que ça s'enchaîne très très bien. Mais c'est surtout donc cette façon d'aborder le futur en disant ouais, on peut quand même changer les choses, regardez, suivez-nous, malgré toutes les saloperies quand même qui se passent. Hein. Et Ouais, cette histoire ouais. qui se passe en filigrane que tu décris au fur et à mesure, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme tu dis, cette deuxième partie qui montre bah, ce que peuvent être toutes les innovations technologiques d'aujourd'hui. Donc les mecs, ils ont tous du ITER à la maison presque. On y croit un jour, on ne sait jamais. Et c'est vrai que la troisième partie, Ah, le twist final, voilà, il surprend. Je ne dirais pas plus. Il voilà, voilà. surprend énormément. Ouais, il surprend C'est l'idée. vraiment. Et il Voilà. questionne l'humanité. Ouais, ouais, pour moi, donc cette fameuse troisième partie, c'est vrai qu'elle crée un tel décalage que c'est assez déstabilisant, hein, effectivement, parce il y a quoi, il y a une quarantaine d'années à peu près qui passent, hein, Oui, et c'est vrai que le twist auquel vous aurez droit quand vous allez lire Terra Humanis, parce que vous allez lire Terra Humanis, oui, bah sinon vous oui. regardez pas l'émission. Soyons sérieux, un peu, que diable. Ou Mais au c'est vrai pire, que donc, faites-le lire à quelqu'un d'autre. mais oui, mais oui. Mais de toute façon, vous allez le lire. Vous connaissez mes goûts, donc forcément, vous allez adhérer. C'est comme ça. Bon. Donc c'est vrai que ce fameux twist, il est au début, il est, comme je te disais, hein, il est très déstabilisant. Mais finalement, quand tu comprends que c'est une métaphore de ce qu'on est, et comme tu dis, ça renvoie à une réflexion sur l'humanité elle-même. Et c'est vrai que ça permet, après en décalage, de mieux comprendre aussi l'héroïne, parce que c'est vrai qu'au début, on se dit, ouais, ça c'est pas un spoil, hein, c'est dès le début, hein, on vous dit, elle a un QI de 280, c'est juste un deuxième Léonard de Vinci complètement génie, donc c'est vrai qu'on se dit, ouais, tiens, c'est la super héroïne, etc. Mais on comprend mieux du coup avec cette métaphore à la fin. Ça fait une espèce de boucle entre les deux. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Ouais. Je sais pas si c'est comme ça que toi, tu avais voulu l'écrire, mais en tout cas, Oui, oui, moi, bah c'est c'est ça. comme ça que ouais, Ouais. ça a bien sauté, quoi. Et puis, bah, cette thématique aussi à la fois de la communication et de faire passer un message. C'est des thèmes aussi que j'ai pas l'habitude de. On voit les thèmes de transmission et autres, mais cette envie de faire bouger les lignes, quoi. Et C'est pas ça. dans la De violence. faire bouger C'est vrai que. vraiment les lignes. C'est pour Ouais, ça, en fait,
Le Bâtard de Costigan, jamais je demande aux gens de le lire. Enfin, je suis content s'ils le font. Mais Terra Humanis, je demande aux gens de le lire parce que plus on sera nombreux à réfléchir et à avoir des idées positives et à vouloir faire avancer les lignes, et plus on a de chances d'y arriver. Et plus on a de chances de toucher quelqu'un qui aura peut-être un peu de pouvoir et qui pourra peut-être faire bouger lui aussi à son niveau. Tout est important et il faut aller vite. Donc c'est pour ça que là, je me permets d'appeler à la lecture de ce roman un peu étrange, parce que c'est à la fois un roman et un roman porteur d'idées. C'est à la fois sympa, il y a des espions russes, il y a des tentatives d'assassinat, il y a des drames. Il y a des drames, mais c'est surtout un livre qui porte aussi des idées fortes sur la manière de résoudre le problème climatique notamment, et puis éventuellement un petit peu d'autres choses aussi, mais surtout le problème climatique. Ouais, et après, c'est plus si affinité, comme on dit. Mais c'est vrai que ça c'est ce qu'on appelle des romans un peu solaires qui s'inscrivent dans une espèce de mouvement qu'on appelle le solar punk. Alors là, on n'est pas dans du post-apo qui devient solaire. Mais ça s'inscrit dans cette mouvance-là aussi de vouloir proposer autre chose, d'un petit peu plus positif en tout cas, malgré les drames et autres. Et c'est vrai que Terra Humanis, pour moi, il s'inscrit vraiment en plein dedans, quoi. Avec une vraie histoire qui se déploie, comme je disais, avec ces... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'en parle auprès de tous ceux qui veulent le découvrir. C'est tous ces allers-retours, parce que les temporalités, elles se font de façon décousue. Chaque chapitre est une temporalité différente, en fait. Donc c'est vrai qu'il faut pas faut pas en avoir peur, pas être déstabilisé, ça se lit vraiment très très bien. Chaque chapitre est quasiment individuel en fait, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même pour comme une sorte de mini, enfin c'est exagéré, mais c'est pas une mini aventure, mais enfin voilà, le chapitre peut s'apprécier en lui-même. Voilà. Ouais. Tout à fait. Et c'était une volonté aussi d'avoir plusieurs nationalités qui évoquent chacun une problématique différente, en fait, quelque part. Oui, mais alors j'ai pas pu le faire autant que je voulais, comme je te disais, parce que en réalité, pour vraiment faire quelque chose de complet autour de, alors plus exactement, je travaillais par touche. Puisque je dois traiter un siècle entier, je dois porter des idées et l'histoire de plusieurs personnages qui est assez riche. Donc j'ai fait un roman un peu impressionniste. Effectivement, comme tu l'as dit, c'était un petit peu une gageure de réussir à lier tout ça en faisant en sorte que ce soit fluide, agréable et sympa. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce côté-là. Mais si j'avais vraiment voulu faire quelque chose de complet, j'aurais sans doute rajouté au moins une dizaine de chapitres. Sur ce qui se passait sur d'autres continents ou pour d'autres personnages secondaires qu'on croise mais qu'on n'a pas le temps d'explorer et d'exploiter davantage. Mais alors c'est une volonté dans la mesure où l'objectif essentiel c'est de faire passer ces idées positives et ces éléments de solution qui me paraissent importants, et donc il faut les équilibrer. C'est-à-dire que si j'avais les 3/4 du livre qui correspondent à des intrigues et à des éléments romancés et seulement 1/4 pour les idées, eh bien les idées perdraient de la force. Il faut faire à peu près moitié-moitié ou 60-40, disons. 60 pour l'intrigue et le roman et 40% à peu près pour les idées. Donc voilà, il y avait cet équilibre à conserver entre idées et éléments romancés. Et il y avait également la question du temps. Si j'écris 10 chapitres de plus, je mets 6 mois de plus. Et le temps qui nous est imparti est relativement limité pour agir, pour évoluer, pour changer. Et chaque mois de gagné me paraît une bonne chose. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que peut-être que dans 10 ans, je referai une version complétée avec d'autres histoires parallèles, ou peut-être que je ferai quelques nouvelles, pourquoi pas, un petit recueil de 3-4 nouvelles sur ce qui peut se passer à côté. Ça, tout est possible. Mais surtout pour développer le livre 2, la Pax Aeternam. Ça, c'est celui où, enfin, moi, en tout cas, c'est là où j'avais plus envie de voir ce qui se passe dans les coulisses. Justement, c'est peut-être un appel du pied pour nos chères éditions Mnemos, de se lancer dans une petite collection de novellas qui pourrait creuser ce beau tableau. Voilà. On dit ça, on dit rien, nous, comme ça. Donc 280 pages, à peu près. Après, il y a le petit débrief écologique qui fait du bien. C'est ça. Les annexes aussi. Je sais plus combien. 278. 280, oui, c'est ça. Et il y a les annexes. Avec Halte à la croissance par le Club de Rome. Ça, on va dire que c'est la base. C'est ça, c'est la pierre d'angle. Et je commence à remonter il y a très longtemps. Mais j'avoue que moi-même, et je pense que beaucoup d'entre nous,
on évolue sur cette question. On évolue au fur et à mesure de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on constate, de ce qu'on comprend, de ce qu'on imagine. Et tout ça nous fait évoluer tous individuellement, chacun de notre côté, avec des conclusions qui sont peut-être un peu différentes chez les uns et chez les autres. Et c'est pour ça que ce roman, il est un petit peu, entre guillemets, casse-gueule quand on l'écrit, parce qu'on écrit sur un thème sur lequel pratiquement tout le monde a une opinion. Mais pas tout le monde n'a pas la même. Donc, surtout, on sait pas en plus, on ne sait pas vraiment comment ça va évoluer. C'est ça aussi qui fait un peu... en même temps, c'est l'avenir, hein, je vais dire, normal. Mais c'est vrai que, pour avoir un peu étudié ces choses-là dans vraiment façon très modeste, on se rend compte assez rapidement que beaucoup de choses se passent, mais on les voit pas du tout. Ça passe sous les radars. Mais au niveau local, énormément de choses se font. Que ce soit des circuits déjà maintenant, l'agriculture, énormément de choses. Mais ça fait longtemps, hein. Ça fait plus de 20 ans, hein, en fait, qu'il y a des choses qui se passent. Ça, mais c'est pas montré, c'est pas mis en avant. Et d'ailleurs, j'avoue ne pas l'avoir fait non plus, parce que je sais qu'il y a énormément de choses qui se font à l'échelle locale. Déjà à partir des agendas 21 qui avaient été mis en place à Rio en 1992. Mais moi, ce qui me semble manquer le plus, justement, c'est pas vraiment l'échelle locale. Ce qui me semble manquer le plus, c'est une vraie cohésion planétaire, et qui est très difficile à obtenir vu la politique mondiale actuelle. Et c'est là-dessus que j'ai voulu travailler aussi pas mal. Oui, c'est pour ça qu'on a ces personnages qui représentent chacun des pôles géographiques de confluence, d'opposition, d'antagonisme, en fait. Hein. On a quoi? On a le Joao, c'est le Brésil, Katrina et Victor pour les Russes. Les Russes. Et il y a un Chinois aussi. J'ai écrit quelques petites choses sur le Chinois, mais c'était pas assez développé, donc je les ai pas mises. Mais j'ai quelques petits chapitres là-dessus. Ouais, donc c'est pour ça. Enfin, moi, en tout cas, voilà, je vous incite sincèrement à y aller, parce que je vous l'ai dit, c'est pas parce que Fabien est là, hein, il le sait. Si je l'avais trouvé pas bon, je l'aurais dit. Je serais pas fait l'émission de la même chose, non, on l'aurait peut-être pas fait sur le même ton. Je serais venu quand même, parce que je serais menacé par un barbu, et puis quoi encore. Oui, c'est vrai. Non, plus sérieusement, c'est ce côté lumineux. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'adore tout ce qui est dystopique, futur sombre. Le collègue Antoine va me dire encore, tu nous fais chier avec ton auteur, mais bon, je sais que Frédéric, il aime ça aussi. Donc John Brunner, que j'apprécie énormément. C'est vrai que ce côté troupeau aveugle pour l'environnement, c'est quelque chose qui est toujours aussi fabuleux, que je relis régulièrement, mais qui est hyper sombre, que ce soit en littérature, d'anticipation récente, ou en jeu de rôle aussi. On a cette petite mouvance solarpunk qui fait du bien, en fait. Oui, on a besoin, on se distrait, mais ça fait du bien, quoi. Là, c'est surtout en ce moment, c'est l'éco-anxiété qui a tendance à se diffuser. Je vois notamment parmi mes élèves, moi je suis prof en lycée, je vois quand même pas mal de jeunes pour qui c'est foutu, quoi. Ils pensent que c'est râpé. Et c'est le pire danger, la résignation. Cette sensation et cette résignation, parce que justement on a besoin de tout sauf de ça. Maintenant on a bien décrit les problèmes. Je pense qu'on est pas mal, quoique on se rend bien compte, et il faut passer aux solutions. Il faut trouver des solutions, et donc j'en propose qui sont cohérentes, qui sont jouables, qui sont faisables, accessibles. C'est dur, c'est difficile, mais c'est faisable. Ouais, pas mal de sacrifices. Et puis surtout, donc on dira à nos chers amis du sud de la France, bougez-vous un peu pour ITER quand même. Hein. Et surtout qu'il y a pas mal de progrès qui ont été faits sur la fusion dernièrement aux États-Unis. Énormément. Au cours de la dernière année, beaucoup de progrès. Ouais, c'est fou. Hein. Donc ça fait espérer pas mal de choses. Bon, évidemment, c'est à l'échelle de 20-30 ans, hein, mais la technologie avance, et c'est pour ça que c'est l'idée un peu, l'une des idées importantes du roman, c'est il faut ralentir au maximum le réchauffement climatique pour laisser le temps c'est ce qu'elle dit très rapidement, d'arriver au bout, et de pouvoir si ce n'est nous sortir d'affaire, au moins stopper l'évolution terrible avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on voit aussi le phénomène de cercle vicieux qu'il y a dans de nombreux phénomènes climatiques. Ah oui, après c'est l'enchaînement. Oui. On ne sait pas vraiment, en plus, on n'arrive pas encore vraiment à mesurer ce qui peut se passer quand ça va s'emballer, quoi. Voilà, c'est plus terrible. Donc c'est pour ça, s'il y a urgence, il faut ralentir au maximum. On a des moyens de le faire, mais on ne pourra pas le faire si on n'a pas une cohésion planétaire. Pas de 100% des êtres humains, mais s'il n'y a pas une sorte de leadership planétaire qui nous dit, OK, maintenant on prend les choses en main à l'ONU,
et on va essayer de faire quelque chose ensemble en mettant des directives en place pour lesquelles, presque tout le monde doit faire des efforts et pas seulement une partie des gens. Ça paraît évident quand on le dit. Et voilà, parce que c'est l'obstacle premier. C'est-à-dire que 99% des gens vont dire, OK, je fais 2-3 efforts, mais je vais pas faire énormément d'efforts parce que si les Chinois n'en font pas, ou bien si les autres n'en font pas, si les Africains, les Français, les Européens, si mais le monde même en entier n'en fait intérieur. pas, je veux pas en faire. Je veux pas en faire. Même à l'intérieur, hein, je pourrais te citer une conversation que j'ai surpris qui m'a fait bondir du siège, où j'entendais 2 dames dans un restaurant qui disaient que c'était un scandale qu'on empêche les gens de construire des piscines privées, parce qu'on empêche la construction, quoi. T'es là, tu fais, non mais, mais je crois qu'il y a un truc qui n'a pas été compris là, à un moment donné. Oui, mais en fait, tant que on a l'impression que ces efforts sont inutiles, on se dit, bah voilà, pourquoi moi je vais pas construire de piscine privée alors qu'on laisse les avions voler dans le ciel, ou alors qu'on mange de la viande, ou alors qu'on laisse la fast fashion. Pourquoi moi? C'est ça qui nous tue. C'est le pourquoi moi. Pourquoi je ferais moi des efforts alors que les autres n'en font pas? Si tout le monde fait des efforts, alors là, oui, tout le monde peut se dire, ouais, ok, d'accord, bon, ok, là, je veux bien en faire un peu. Mais il faut que ça vise tout le monde. Si ça vise les uns, seulement une partie des gens, il y aura trop de réticence, ça va mettre trop longtemps et ça fonctionnera sans doute pas assez vite. C'est ce que je disais. C'est comme la confrontation. On entend beaucoup de gens qui disent, voilà, faisons une révolution verte, etc. Bon, à la limite, moi, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Mais juste ce que je me dis et ce que j'analyse, je vois bien les révolutions. On ne fera pas la révolution mondiale en 5 à 10 ans. En 5 ans, c'est pas possible, en tout cas. 10 ans, peut-être. Mais 5 ans, c'est pas possible. On va pas prendre le pouvoir dans tous les pays du monde en 5 ans. C'est impossible, inimaginable. Donc, il faut suivre d'autres voies, il faut utiliser le système, il faut manipuler le système, il faut s'appuyer sur lui pour le contourner et pour obtenir des résultats rapides. C'est le seul moyen, c'est d'utiliser ce qu'il y a. Et voilà, c'est l'objet du livre un petit peu. En tout cas, c'est les idées du livre. Après, il y a tout ce qui est romancé, qui est sympa. J'allais partir justement sur la partie romancée, parce que ça fait un peu écho à ce que tu disais sur le bâtard de Cozy Gun, sur la partie féministe, hein, on va dire. Donc cette héroïne, c'est un peu à elle qui mène la danse, mais il y a Luc avec. Mais Rebecca, est-ce que c'était quelque chose que tu voulais de façon très volontaire dès le début pour qu'elle sorte vraiment du lot et qu'elle soit autant ballottée aussi par le destin? Parce que alors, je veux dire, elle prend quand même, hein. C'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Ah ça, non, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui, alors, tu sais, je dis souvent que pour les écrivains, on dit toujours, il y a les jardiniers, les architectes. Ah oui, j'entends souvent avec David Brie, bien à l'avance, qui ont un plan de combat pour écrire, etc. Les jardiniers, c'est ceux qui se laissent un peu plus aller le long des circonvolutions de leur imagination, etc. Moi, je suis un architecte, mais en pleine forêt avec des broussailles partout. Donc, j'écris ce qui me vient. Voilà, c'est tout bête. Et ce qui m'est venu, c'est un personnage féminin ultra doué qui mène une génération et qui participe avec sa génération à un élan qui gagne petit à petit l'ensemble de la planète et très vite. Et donc, il fallait qu'elle soit jeune parce que c'est cette génération-là qui peut et qui doit et qui va, espérons-le, nous sauver. Et c'est mal barré, les gars. Non. Non, justement, c'est cette génération-là qui doit nous sauver parce que c'est elle qui a des cartes en main que les anciennes générations n'ont pas forcément. Et c'est cette génération qui nous fait évoluer aussi sur certains domaines. Donc, après, une fille, je sais pas, ça m'est venu comme ça. C'est pas une réflexion du genre, oui, en ce moment, il y a pas mal de mouvements féministes. Pas du tout. Sinon, je l'aurais pas fait passer par l'ENS, par exemple. Parce que je la fais passer par l'ENS, je sais très bien qu'on va me dire, ouais, mais non, c'est pas les gens qui passent par l'ENS, c'est nul. Non, mais voilà, moi, j'écris ce qui me vient. Rebecca, elle a voulu passer par l'ENS, donc elle fait ce qu'elle veut, donc elle passe par l'ENS, et c'est tout. Et c'est pas moi qui ai vraiment décidé ça. C'est curieux à dire, hein. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais l'inspiration, c'est quelque chose qui a une vraie valeur pour moi et une vraie signification, et j'écris avec ça. Donc je la laisse me guider et je la laisse choisir un grand nombre de choses. C'est quoi la question? C'était surtout sur ce que tu lui fais subir. Parce que, effectivement, il y a ce côté lumineux, solaire, où elle mène la danse, en fait, hein, contre vents et marées. Mais alors, qu'est-ce qu'elle prend dans la tête?
C'est Ouais. aïe, 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 aïe. Après, quelque part, on se dit, oui, en termes de géopolitique, c'est même surprenant que ça n'arrive pas plus tôt, en fait, dans le récit, Ouais, quelque peut-être, c'est part. vrai, c'est vrai. Mais Et c'est même surprenant que ce soit pas pire, éventuellement, ou que ce soit pas plus fréquent, ou des ouais. choses comme ça. Mais bon, j'ai pas le temps non plus. Et puis, voilà, c'est déjà bien. Elle souffre quand même beaucoup, hein. Il faut pas être trop cruel avec ses Ouais, ça personnages. va. Ça va. Il y a de quoi faire. Là, Bah écoute, donc, on va résumer très succinctement. Donc, Terra Humanis sort le 7 juin aux éditions de Nemos dans toutes les bonnes librairies, oui, et plus si affinité. voilà. Je crois qu'en plus, il y a la version électronique. Enfin, de toute façon, vous n'avez aucune excuse pour pas le prendre. Donc, vous savez tout bien que nous en pensons sur Indécent, en tout cas. Combien de temps t'as mis à peu près celui-là pour l'écrire? 1 an et demi, 2 ans? Alors, j'ai pas calculé, mais en gros, 1 an à peu près, oui. Et donc, maintenant que l'accouchement fut difficile, mais voilà, ça y est, il est là. Avec une grosse phase de bêta lecture, très très Ouais, grosse phase de bêta lecture, de nombreux bêta lecteurs qui m'ont permis de voir que les avis étaient très divergents sur différents passages. C'est-à-dire que ouais. certains, comme toi, vont adhérer à la totalité, d'autres vont presque. Alors, tout le monde trouve ça bien. Mm. C'est déjà pas mal. C'est déjà Oui, pas mal sur une c'est un bon quinzaine de début. bêta lecteurs. Tout le monde trouve ça bien. Certains sont déstabilisés un peu plus par la fin, d'autres adorent la fin, mais trouvent qu'il y a peut-être des choses qui sont pas tout à fait dans leurs idées à tel ou tel moment. D'autres voudraient plus de ceci ou un petit peu moins de cela. Ou voilà, c'est un livre qui, je crois, est vraiment sympa. Je crois que c'est vraiment un livre sympa. Que tout le monde peut apprécier, mais beaucoup de lecteurs auront une petite réticence ici ou une petite réticence là. Forcément sur ce sujet, forcément sur 100 ans, une centaine d'années traitées de manière assez précise en termes d'idées et d'événements, forcément, il est probable qu'il y a un ou deux moments où vous allez trouver que c'est pas tout à fait dans l'idée que vous en faisiez ou de ce qui aurait dû être, etc. Mais c'est presque obligatoire. Je pense que même toi qui l'as vraiment apprécié, il y a sans doute un ou deux moments, tu m'as dit tout à l'heure, Bien où sûr. tu aurais attendu un peu plus de Dans quelque Pax chose. Eternam, dans le livre 2, ouais. Ouais, parce que tu vois qu'il s'est passé tellement de choses au niveau mondial, t'as envie d'aller gratter derrière, quoi. Mais j'allais dire, de toute façon, le genre anticipation est beaucoup plus casse-gueule, hein. Pareil, tu vois, je mime les guillemets parce que j'en mets beaucoup. Plus casse-gueule parce que dans le futur proche, donc tu te heurtes tout de suite, tu es en confrontation directe avec Au mur de la réalité. Ouais, puis la réalité, puis déjà comment elle va évoluer, Ouais. et puis surtout ce que tu penses toi de l'évolution. Tandis que dès que tu pars dans le futur lointain, qu'à C'est plus 200, facile. 300 ans, l'imagination, elle se lâche un peu plus facilement, on va dire. C'est plus facile, beaucoup plus facile. Un peu plus. Je dis pas que c'est plus facile, mais... Ah oui, si, je crois que c'est plus facile. Ouais. Parce que quand on dit on se heurte un peu à la réalité, on se heurte à la réalité telle qu'elle est, on se heurte aussi à la réalité subjective du lecteur. Et oui. Alors que si on se place 300 ans dans le futur, on se place plus dans la réalité subjective du lecteur. Tout peut être arrivé entre deux. Donc, Alors que c'est les mêmes thèmes qui sont abordés, c'est ça qui est très amusant. Donc voilà, en tout cas, le 7 juin, Terra Humanis, donc vous avez tous intérêt à y aller, sinon je vous vois et je viendrai chez vous pour vous faire acheter, voilà, sérieusement. Soutenez les auteurs. Voilà. Sérieusement, parce qu'à force de raconter et débiter autant de bêtises, on va finir par croire que finalement, ça. oui, voilà. Mais bon, peu importe, j'allais dire. C'est comme les transitions sur Indécent Podcast. Tout ça est un vague concept brumeux. Voilà. Exactement. Donc sinon, pour clôturer ce petit entretien, quels sont les futurs projets, à part se reposer un peu? Alors, les futurs projets, en théorie, peut-être un jeu de rôle qui peut être en cours de création. On a déjà fait quelques tests. Ça y a l'air d'avoir moyen de moyenner quelque chose de vraiment bien. Alors, bon, ça prend du temps parce qu'il y a Nemos a semble-t-il d'autres projets aussi de jeux de rôle entre deux, avant, après. Oui, donc on va voir comment ça va se caler tout cela. Donc dans le jeu de rôle, il y a aussi un atlas du monde que j'ai déjà écrit qui est assez sympa, avec une petite nouvelle inédite à la fin, bien agréable aussi. Et puis sinon, retour sur Kosigan, début du 2e cycle,
ou plus exactement de l'autre cycle, puisqu'il pourra, comme pratiquement chaque tome, être lu complètement indépendamment et tout seul de tout ce qui a été écrit précédemment. Voilà, donc Costigan il a été exilé de son comté natal quand il avait 18 ans, mais entre deux, il a vieilli, il a grandi puis vieilli, et là, il a beaucoup de questions qui se posent sur ses origines, sur les capacités un peu magiques qu'il a. Et il a bien l'intention d'obtenir des réponses, et il va être obligé de retourner dans le comté qu'il l'a exilé au moment de ses 18 ans. Oui, au tout début. Et c'est un petit peu risqué, on va dire. Voilà. Et puis tout cela va donner lieu à des développements d'un genre complètement nouveau, et on finira tout ça au bout de 3 ou 4 tomes, on verra à Rome, puisque c'est là que se finissent les choses, un jour ou l'autre. Eh ben, ça donne bien envie, surtout la partie jeu de rôle, donc s'il y a besoin de retour et autres, vous savez où nous trouver. Je n'hésiterai pas. On parle un petit peu jeu de rôle sur la chaîne, bon, un petit peu Voilà, comme ça. très légèrement. Oui, tout à fait. Rôliste un jour, rôliste toujours. C'est terrible. Voilà. Chacun sa croix, la nôtre est rôliste. En tout cas, écoute, on va clôturer tout doucement cet entretien. On te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté cette petite invitation. Et puis, on va faire en sorte que tout cela soit diffusé, soit juste avant, soit le jour de la sortie. On est comme ça. Ah, super. Et puis, écoute, on te remercie à nouveau énormément. On fait un coucou aux éditions Demos, bien évidemment. C'était un plaisir. Et puis, écoute. Et merci à tout le monde d'avoir suivi, d'avoir écouté, et sauvons le monde. Exactement. On va faire ça. Enfin, on va essayer en tout cas. Merci à tout le monde et à bientôt. Salut.